Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à Option Région, on reçoit Nancy Tanguay, qui est la directrice générale de la coop Serres et Pépinières de Girardville. Et on parle de solidarité internationale. On parle également de déterminants de la santé. On parle aussi des raisons qui font que les travailleurs ne profitent pas de la nouvelle richesse qui est de plus en plus grande, mais qu'on ne participe pas. Et on va parler aussi, bien sûr, des solutions pour essayer de changer ça. On commence avec les déterminants de la santé. Bon, qu'est-ce que c'est que les déterminants de la santé? Bien, ça, c'est des critères qui font que, dépendant de si vous avez ce critère-là ou pas, vous avez plus de chances d'avoir une maladie ou non. Par exemple, comme on sait que les gens qui sont de sexe féminin ont plus de chances d'avoir la maladie d'Alzheimer, c'est plus présent chez les femmes que chez les hommes. Mais il y en a plusieurs des critères comme ça, il y en a 12. Santé Canada en a identifié une douzaine. Et parmi ceux-ci, il y a le sexe, la culture, la génétique, les habitudes de vie, le niveau de revenu, l'éducation, le type d'emploi, l'environnement social ou physique. Si on part de ces critères-là, on peut s'apercevoir que dépendant de ce que vous faites dans la vie, si vous travaillez dans une usine dans laquelle les conditions de travail ne sont pas bonnes, dans lesquelles les salaires sont petits et que vous restez au centre-ville de Montréal, bien, vous avez pas mal plus de chances d'être malade que si vous restez à Westmount. Et on a évalué qu'une personne qui est dans des mauvaises conditions au centre-ville de Montréal a une espérance de vie de 9 ans plus courte que quelqu'un qui est à Westmount. Ça veut dire que ça fait quand même une grosse différence. 9 ans de moins d'espérance de vie dans la même ville, mais avec des conditions différentes, avec des déterminants de santé différents. Probablement que l'expression de Yvon Deschamps vient peut-être de là. Quand Yvon Deschamps disait « mieux vaut être riche et en santé que pauvre et malade », là, ça ressemblait peut-être à ça. Ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il y a des déterminants qui sont plus importants que l'autre? Est-ce qu'il y a des critères qui font que, il y a des critères plus importants qui font que vous allez être en santé ou pas en santé? Bien, c'est sûr que les habitudes de vie, c'est un critère qui est important. Puis des fois, mettons, même si vous vivez dans un bel endroit comme à Westmount, mais que si vous buvez 1,41 par jour, que vous fumez 2 paquets de cigarettes, puis que vous ne faites aucun entraînement, bien, vous allez avoir peut-être plus de chances d'être malade que quelqu'un qui reste dans un quartier pauvre. Mais normalement, on pourrait dire qu'il y a quand même des différences. Et si on enlève les extrêmes, ce genre de cas-là, on se demande c'est quoi le critère qui est le plus important, le déterminant le plus important. Eh bien, selon un article que j'ai lu dans le Huffington Post, Jacques Benoît, qui est coordonnateur de la Coalition de solidarité santé, affirme que le déterminant le plus important, c'est le revenu et le statut social. Ça veut dire ça que si vous avez un bon revenu et que vous avez une bonne position, il y a pas mal plus de chances que vous soyez en santé que si ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce que le revenu joue? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un petit revenu? Bien, entre autres, ça fait que beaucoup de stress la fin du mois. Vous ne savez pas si vous allez être capable de payer votre loyer, vous ne savez pas si vous pouvez acheter des cadeaux de Noël à vos enfants, vous ne savez pas comment vous allez, somme toute, boucler la fin du mois. Et finalement, c'est que ça, quand tu es stressé, bien, ça amène des maladies, puis là, c'est plus difficile de vivre, comme on pourrait dire. Et si vous avez de l'argent, bien, c'est un peu l'inverse. Vous pouvez vous payer des vacances, avoir une meilleure alimentation, vous inscrire dans des studios d'entraînement, etc. Alors que quand vous êtes pauvre, bien, une des seules choses que vous pouvez vous payer, c'est une dépression. C'est pas très bon pour la santé. Toujours selon le coordonnateur de la Coalition Solidarité Santé, la qualité des services de santé, ça veut dire que les hôpitaux, ça arrive au 10e rang sur 12. Ça veut dire que c'est un des déterminants les moins importants pour être en santé. Ça veut dire que même si on avait les meilleurs hôpitaux du monde entier, on ne serait probablement pas bien plus en santé. Parce que dans le fond, c'est que là, c'est après coup, ça. C'est que là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de prévenir et non pas essayer de guérir. Bien, c'est pas guérir, mais enlever le mal avec des pilules ou faire des opérations par la suite. Oui, des fois, c'est important qu'il y en ait, mais ce n'est pas le critère le plus important pour être en santé. Quand on regarde la quantité d'argent qu'on met là-dedans, quand on regarde les augmentations extrêmement généreuses qu'ont reçues les médecins, bien, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va être capable d'améliorer la santé des gens les plus pauvres. Ce qui est le pire là-dedans, c'est qu'on met des fortunes dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux, dans le salaire des médecins, etc. Mais quand on arrive le temps d'aider les plus démunis, on n'a pas d'argent. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Si on veut améliorer la santé de l'ensemble des Québécois et des Québécoises, il faut améliorer le revenu des plus démunis.
Ça, c'est essentiel. Et si on fait ça, bien, par exemple, comme en augmentant le salaire minimum, bien, c'est qu'à ce moment-là, on risque d'avoir des gens qui vont être plus en santé. Puis s'ils sont plus en santé, ça va coûter moins cher dans les hôpitaux. Il y a comme une relation là-dedans qu'il faut faire, puis être capable de sortir du cercle vicieux de pelule, hôpital, dépression. Il faut qu'on soit capable d'arriver à d'autres choses que ça. Ça m'amène à un sujet qui est complémentaire, qui est pourquoi est-ce que les travailleurs ne bénéficient pas de l'augmentation importante de la richesse qui s'est créée un peu partout dans le monde. Vous avez probablement déjà entendu des gens de droite, là, des grands patrons, dire que si on veut que le sort des plus petits s'améliore, bien, il faut qu'on agrandisse la tarte de la richesse, puis qu'à ce moment-là, plus on va avoir de richesse, plus les pauvres vont être aidés parce qu'on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. En théorie, ça a du bon sens. Ça, c'est sûr que si on n'a pas plus d'argent, bien, on ne peut pas en donner plus. Mais ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est que la tarte grossit, la richesse grossit, mais qui est-ce qui en profite? C'est une minorité. C'est que les travailleurs, ce n'est pas eux autres qui en profitent le plus. Pourquoi c'est comme ça? D'abord, on voit que la richesse est accaparée, entre autres, par des grands patrons qui, eux autres, ont des augmentations faramineuses. Au Québec, les grands patrons de multinationales ont doublé et même triplé leur salaire en l'espace de quelques années. Alors que d'autres, par exemple, bien, il y en a d'autres aussi qui sont gâtés, là, comme nos médecins qui ont reçu des augmentations de 35 de salaire dans un an. Mais les travailleurs, eux autres, c'est autour de 2 puis des fois moins que ça. Ça veut dire qu'il y a des gens là, qui sont à la vitesse grand V, ceux que plus tu gagnes cher, plus tu augmentes rapidement d'argent, puis moins que tu gagnes cher, moins que tu augmentes. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui en profitent beaucoup puis qu'il y en a qui n'en profitent pas beaucoup? Bien, entre autres, parce que quand on regarde les PDV, là, les présidents, directeurs généraux des grandes multinationales, c'est qu'eux autres, dans le fond, ils se votent quasiment leur salaire par eux-mêmes. T'sais, c'est toute une gang de monde qui se connaissent. Ils vont siéger sur les conseils d'administration de leurs voisins et ensemble, ils décident de s'augmenter, puis ils s'encouragent dans leurs augmentations, puis un se fait augmenter, puis ça oblige les autres à augmenter le salaire. Fait que finalement, c'est comme un club select là, qui vote leurs propres augmentations de salaire eux-mêmes. Il y a aussi des groupes qui ont un meilleur rapport de force, là, des gens là, qui n'ont pas besoin de faire la grève longtemps pour avoir une augmentation de salaire. On pense entre autres aux médecins, on peut penser aux policiers. Et c'est sûr que comme les médecins, bien, ils ne feront pas la grève tellement longtemps parce que c'est un service tellement essentiel que c'est difficile de laisser faire la grève, fait qu'ils ont beau jeu. Il y a aussi le fait que de plus en plus d'argent est fait par le biais de la spéculation. C'est clair. Puis la spéculation, là, ça n'engage pas tellement de monde. Avant ça, là, dans un système, quand on voulait faire de l'argent, quelqu'un qui voulait faire de l'argent, il fallait qu'il y ait une bonne idée, qu'il achète un terrain, qu'il construise une bâtisse, qu'il engage du monde, qu'il fasse fabriquer des produits, qu'il trouve des vendeurs, puis qu'après ça, veut dire, là, ils mettent le produit en marché puis qu'ils essaient de l'améliorer petit à petit. Et ça faisait que sur toute une vie, ils pouvaient peut-être se ramasser millionnaires, mais ça prenait du temps, c'était long, c'était difficile, alors qu'aujourd'hui, on ne s'occupe plus de ça. Aujourd'hui, on veut faire de l'argent. On ne veut pas faire rouler l'économie. On ne veut pas créer des emplois. On veut faire de l'argent. Ça fait qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'un petit groupe, tout petit, s'associe avec du monde qui ont de l'argent. Ils vont spéculer sur un produit ou sur des actions d'une compagnie. Ils vont faire monter ces actions-là. Puis au moment où c'est rendu le plus haut, bien, ils vont vendre. Puis là, les actions vont retomber. Puis à ce moment-là, les autres, ils ont fait la passe. Puis il ne s'est pas créé d'emploi pantoute avec ça. Ça, la spéculation, là, c'est vraiment, en tout cas, un problème majeur. Puis il va falloir un jour qu'on mette une taxe là-dessus parce que ça donne des mauvais résultats. Il y a aussi d'autres trucs pour faire de l'argent facilement, entre autres dans le domaine là, des pharmaceutiques. Avant ça, une pharmaceutique, une compagnie qui fabriquait des médicaments, ce qu'ils devaient faire de l'argent, il fallait qu'ils trouvent un nouveau médicament. Pour trouver le nouveau médicament, bien, il fallait qu'ils engagent des chercheurs, il fallait qu'il y ait un centre de recherche, il fallait qu'ils demandent au gouvernement s'il pourrait les aider pour faire de la recherche. Là, il fallait qu'ils déploient toutes sortes d'études, puis qu'ils attendent un grand nombre de temps pour voir si le produit était efficace ou pas, s'il était dangereux ou pas. Ça prenait du temps, ça coûtait cher, puis c'était pas évident, parce que ce n'est pas toutes les compagnies qui réussissaient. Alors qu'aujourd'hui, il y en a dans les pharmaceutiques qui ont trouvé un moyen bien plus simple que ça de faire de l'argent. Ils achètent un produit, un médicament ou une compagnie qui fabrique un médicament. Puis à ce moment-là, c'est que là, ce médicament-là est éprouvé. Ils n'ont pas besoin de chercher rien. Et la pilule que tu vendais 1 $, ils peuvent vendre ça jusqu'à 100 $ de la pilule. Ça veut dire qu'ils font 100 fois plus d'argent sans avoir de centre de recherche, sans avoir d'employés. Ça, c'est des crosseurs, à mon avis. Puis ce monde-là, il doit avoir une taxe pour ça parce qu'on ne peut pas accepter ça. Je pourrais donner d'autres exemples que ça, mais
je pense que vous avez compris que ça ne sera pas facile à régler, mais qu'il faudrait s'en occuper. Bon. Puis là, comme ailleurs, il y a des solutions. Puis entre autres, dans les solutions, là, j'ai lu dans le Journal des Affaires du 27 janvier 2018 un article de Laura O'Claughlin qui dit qu'une des meilleures façons de réussir à réduire les écarts entre les riches et les pauvres, c'est d'augmenter le salaire minimum. En augmentant le salaire minimum, ça va aider ceux qui sont au salaire minimum, puis ça va aider aussi ceux qui ne le sont pas, parce que les écarts vont continuer d'exister. Ça fait qu'à ce moment-là, ça va augmenter le salaire des travailleurs moyens aussi. Il y en a probablement dans vous autres qui doivent dire « c'est trop beau pour être vrai ». Bon. C'est sûr qu'augmenter le salaire minimum, ça peut avoir des effets négatifs. Il pourrait avoir, par exemple, il y a des gens qui disent que si on augmente trop le salaire minimum, il y a des emplois qui vont disparaître. C'est possible. Mais je pense qu'il y a un bon timing à l'heure actuelle pour augmenter le salaire minimum parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'emplois qui manquent de monde. Ça veut dire que là, on n'est pas dans une période dans laquelle il y a un gros taux de chômage. C'est le contraire. Je pense qu'il y aura un bon timing pour ça. Puis aussi, c'est que il faut être conscient que ça va durer un bout de temps parce que ça dure, entre autres, parce que les bébés boomers sont en train de prendre leur retraite et sont pas mal nombreux. D'autre part, c'est que là, oui, il y a des risques d'augmenter le salaire minimum à 15 par exemple, mais si on ne le fait pas, ça ne s'arrangera pas tout seul, là. Les inégalités, ça ne pourra pas se résoudre comme par miracle, comme par enchantement. Quand je pense à mon ami Donald Trump qui parle des pays de merde, bien moi, je vais vous le dire, là, ce n'est pas les pays qui sont de la merde, c'est le système capitaliste dans lequel on est qui est de la merde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a pas de solution facile, mais il faut qu'on en trouve, il faut qu'on en sorte. Puis, compte tenu du fait qu'on est dans une démocratie, du moins qu'on est censé être dans une démocratie, il faut s'en servir. Il va y avoir des élections cet automne-là, au Québec, 1er octobre. Je pense qu'entre autres, il faut demander à chacun des partis politiques qu'est-ce qu'il veut faire pour réduire les inégalités? Qu'est-ce qu'il veut faire pour avoir un monde plus équitable? Puis qu'à ce moment-là, il puisse nous dire comment il va faire ça, les avantages, les inconvénients de ces solutions, puis qu'on soit capable d'avoir un portrait clair par rapport à ça, parce que ça, à mon avis, c'est le débat probablement le plus important. Les inéquités de revenus, c'est ce qu'il y a de plus important à combattre dans notre société. Il ne faut pas se limiter juste aux partis politiques, parce que ça m'étonnerait qu'après les élections, que tout s'arrange comme par enchantement, comme je disais tout à l'heure. C'est qu'il faut que l'ensemble de la société s'en préoccupe. Il faut qu'on demande à nos grandes organisations, nos grandes institutions, qu'on demande aux églises, aux syndicats, aux patronats, aux chambres de commerce, aux groupes écolos, de nous donner leurs solutions pour un nouveau système économique plus équitable, puis aussi de nous indiquer les inconvénients et avantages que pourraient avoir leurs solutions. Je pense qu'il y a un véritable chantier à faire là-dessus. Il faut qu'après le 1er octobre, qu'on continue de se mobiliser pour organiser un grand chantier qui va combattre l'inéquité. Puis moi, j'ai envie de proposer ce que j'appelle la mise en place d'un rendez-vous national de l'équité québécoise. Un rendez-vous qui pourrait réunir l'ensemble des intervenants, le monde politique, bien entendu, mais aussi syndicats, patrons, les organismes d'environnement, de culture, le social. Un rendez-vous qui réunirait l'ensemble des intervenants pour dire on va essayer de faire un bout là-dedans. On ne trouvera probablement pas toutes les solutions, mais on va se faire un plan de match pour les 5 prochaines années, un peu comme ils font dans les pays scandinaves. On réunit l'ensemble des gens, puis on essaie de trouver quelque chose qui tient la route pour les 5 prochaines années, puis dans 5 ans, on pourra refaire un autre exercice pour en continuer de s'améliorer. Et je pense que si on faisait ça, je pense que d'abord, on pourrait démontrer aux gens qu'on est préoccupé par cette question des inéquités, mais aussi parce qu'une société a besoin de faire des consensus de temps en temps. Il faut, comme je disais, là, de faire un time-out de temps en temps, mettre le pied à terre puis dire on s'assoit ensemble pour trouver des solutions. On va en reparler un peu plus tard. On reçoit maintenant Nancy Tanguay, qui est la directrice générale de la coopérative Serres et Pépinières de Girardville. Bonjour, Nancy. Bonjour, Denis. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue. Tu es la directrice générale, comme je disais, de la coop forestière Serres et Pépinières de Girardville. Vous êtes parmi les plus gros producteurs de plants au Québec. Vous avez développé toute une expertise par rapport à ça qui sert à régénérer nos forêts. L'automne dernier, tu es venu en entrevue pour expliquer qu'est-ce que faisait la coopérative, nous expliquer les quantités de plants, etc. Et tu nous avais mentionné que tu allais faire partie d'un programme de coopération internationale au niveau de la plantation. Et à ce moment-là, je t'avais dit, ce serait le fun que tu nous en parles. Tu es là présentement justement pour faire le tour
puis démontrer aussi que la solidarité internationale, la coopération, c'est pas juste pour le monde des grandes villes, c'est aussi pour le monde des régions. C'est possible d'en faire où on soit au Québec. Première question, quel type de production il s'agit? Tu es allé là pour les aider, mais est-ce que tu peux nous donner un peu une idée là, de qu'est-ce que c'est la forme juridique de l'entreprise? Est-ce que c'est une entreprise coopérative comme la coop? Est-ce que c'est un OSBL? Puis c'est quoi le nom de l'entreprise que tu es allé aider à démarrer? Premièrement, c'est des producteurs de cacao en plein champ. Puis eux, ils voudraient, avec un organisme qui s'appelle, c'est une compagnie de chocolat qui s'appelle National Chocolate. Il faut sortir un petit mot en espagnol. Et puis, avec le gouvernement là-bas, plus un groupe de producteurs qui est Nodo Cacaotero, eux veulent installer une pépinière de plants de cacao pour éventuellement faire des plantations en champ puis faire la récolte de cacao. OK. En passant, est-ce que c'est des gros arbres? C'est des arbustes? C'est quoi un plant de cacao? Bien, un plant de cacao en pépinière va mesurer à peu près 30 à 60 cm. Puis, eux, ils produisent ces plants-là dans des sacs de 10 cm de diamètre par 30 cm de long. Ah. Puis, ça prend environ 4 à 6 mois produire un plant. Comment c'est venu, ça? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as été contacté? Comment est-ce qu'on fait quand on est une entreprise en démarrage en Colombie pour avoir de l'aide d'une coopérative qui est située à Gérardville, au Québec? Comment ça s'est passé, ça? Moi, c'est la 3e fois que j'allais faire une mission en Colombie. Que j'allais faire une mission pour Socodévi. Socodévi, c'est la Société de coopération pour le développement international. Nous, la coop Serre et Pépinière Gérardville, on est membre de la Fédération québécoise des coopératives forestières et la Fédé est membre de Socodévi. Alors, quand ils ont des besoins dans différents, comme consultants, des gens qui ont certaines expériences dans certains domaines, comme là, c'était le cas pour, pas pour la production de cacao, mais pour installer une pépinière, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. Puis moi, je suis déjà allée en 2013, je suis allée en 2015, puis là, je suis retournée en 2017. Mais normalement, j'ai été choisie parce que normalement, il y a d'autres pépinières coop qui sont membres de la Fédé. Ça aurait été comme à leur tour de participer à ce genre de mission-là, mais les gens n'étaient pas disponibles. C'est moi qui ai été la chanceuse. Fait que j'en ai profité. C'est pour ça que j'ai été pour une 3e fois en mission avec eux. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait plus précisément la mission, puis combien ça a duré de temps, puis qu'est-ce qui s'est passé, là? OK. C'est une mission de 2 semaines. Moi, j'y vais avec un ingénieur qui travaille pour Socodévi. Puis c'est lui aussi, en même temps, qui l'interprète. Puis ma mission à moi, c'était de regarder comment est-ce qu'ils font la production, parce qu'il y a des petites pépinières de 60 000 plants, 100 000 plants. Puis comment on pourrait faire une pépinière d'1 million de plants. Pour éventuellement, eux, ce qu'ils veulent, le gouvernement là-bas aussi, c'est de changer la production de coca contre la production de cacao. Ça, il faut que ce soit suffisamment rentable, comme on dit. Mais est-ce que, justement, par rapport à ça, ils ont déjà décidé, est-ce que ça va être une coopérative, est-ce que c'est un organisme sans but lucratif, c'est une entreprise privée? Est-ce que ça, c'est décidé, ça? Non, pas pour le moment. C'est sûr que nous, quand on y va, on en parle. On parle de la structure d'une coopérative, comment ça fonctionne. Mais pendant qu'on est là, ça ne s'est pas décidé, là. OK. Mais, veut dire, nous, on promouvoit sur ce système-là. Comme on dit, ils sont vraiment dans une phase de démarrage. Oui. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus positivement puis négativement quand tu regardais tout ça globalement, là? C'est la langue. Que je ne parle pas espagnol, là, ça m'empêche de
de faire ma mission, je trouve, à 100 là. Donc, il faut tout le temps que je passe par l'interprète. Puis, des fois, si la réponse est longue, mais j'ai une petite réponse, fait que je me dis, on dirait qu'il m'en manque un bout. C'est ce qui me dérange le plus. Le côté positif, bien, de cette mission-là, bien, c'est qu'il y avait plus de femmes impliquées dans le processus de démarrage de cette pépinière-là. Puis je vous dirais, là, des femmes leaders, là, que tu voyais qu'elles allaient prendre le lead de cette structure-là, de cette organisation-là. Bien, j'ai l'impression que c'est un gage de succès. Quand les femmes s'en mêlent, les femmes, ils sont plus, je dirais, compétentes, puis ils veulent vraiment que ça arrive en tout cas, que ça donne quelque chose à l'autre bout, là. Moi, j'ai vu beaucoup d'organisations qui ne fonctionnaient pas, puis c'était des gars, puis j'ai vu plus d'organisations qui fonctionnaient quand c'était des femmes. Puis c'est une des raisons, Denis, moi j'ajouterais, c'est une des raisons pour lesquelles, pour ce genre de mission-là, qu'ils vont envoyer des femmes. OK. Puis, parce que là, une fois rendus là, ils se disent, bien si cette madame-là, en parlant de moi, dans son pays, est directrice générale d'une entreprise, bien pourquoi moi je ne serais pas capable de le faire, Comme chez on nous? dit, c'est prêcher par l'exemple, puis ça donne confiance. Est-ce que dans le cadre de la mission, vous avez atteint tous les objectifs que vous étiez donnés? Bien, c'est sûr que nous, l'objectif, là, c'était de faire un plan de la pépinière, de calculer les rendements, le besoin de personnes. Le rapport est fait, il est envoyé. Fait que je te dirais que la suite, ça leur appartient. Là. C'est à eux, là, après ça, de décider. Comme on s'ils dit, vont y là, aller. ils ont comme le solave, puis là, à ce moment-là, il faut qu'ils retroussent les manches. Puis Oui. Est-ce que c'est quoi les plus grandes différences qu'il peut y avoir dans la production de plants comme là? Toi, tu es habitué, là, tu produis des plants ici, dans des serres. Comment ça fonctionne? C'est quoi les plus grosses différences qui existent entre le type de plantation qu'ils font par rapport à nous autres? Bien, je te dirais que, premièrement, c'est les superficies. Là, c'est beaucoup plus petit que nous autres. Hein? Les superficies, les volumes. Puis, nous, on produit beaucoup à l'intérieur, dans les serres, dans les petites serres, dans les plus grosses serres. Mais eux, c'est sous filet. Ah. Ils n'ont pas besoin là, de chaleur, ils en ont tout le temps. Puis, ça pousse tantôt, quand je vous disais, tout à l'heure, quand je vous disais 4 mois pour produire un plant de 2 pieds, là, puis on parle d'un gros plant avec plein de feuillage. Tu le vois pousser dans pratiquement. une journée, tu le vois grossir. Mais, puis quand les filets, c'est pour empêcher les oiseaux, ça? Ou, Bien, c'est parce que la production de cacao, le cacao pousse à l'ombre. Ah. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme un genre de filet noir là, qui va couper à peu près 40 à 50 de l'éclairage. OK. Puis, les objectifs de cette entreprise-là, à moyen et à long terme, ça peut ressembler à quoi? Bien, c'est d'avoir une pépinière d'1 million de plants. Nous, ce qu'on a fait, Richard et moi, c'est de leur proposer, parce que c'est quand même un gros projet, là, 1 million de plants là-bas, on les a proposé de faire une première phase à 300 000. Puis après ça, éventuellement, d'ajouter un 300, plus... Comme on dit, monter les marches une par une, là, c'est plus sécuritaire. Puis, parce que, comme on dit, des fois, il y a des problèmes qui sont plus grands qu'on aurait pensé. Là. Oui, puis c'est de trouver aussi... de la main-d'œuvre, il y en a, mais aussi, il faut qu'ils forment la main-d'œuvre. Ouais. Je pense que c'est plus... sécuritaire, c'est plus safe d'y aller comme ça Puis justement, par rapport à la main-d'œuvre, combien de personnes ils vont engager approximativement? Je crois 15 à 20 personnes. Peut-être pas à l'année, parce que, un peu comme nous, là, dans n'importe quelle production, il y a une période de semis, ensuite il y a un désherbage, un entretien. Puis le cacao, c'est une greffe. Un peu comme dans le pommier. OK. Fait qu'ils ont des opérations qui sont pas... qui sont là par phase, là, par 2-3 mois après. Okay. On ensemence 2-3 mois après. 2 mois, je pense. On fait la greffe. Après ça, on fait la livraison. OK. Fait qu'ils ont des étapes de production comme ça. Justement, par rapport à ça, tu parlais des étapes, là, mais est-ce que toi, tu comptes y retourner éventuellement là, à une autre phase là, pour... ramener une certaine expertise? Bien, c'est sûr que si l'offre, j'ai une offre, c'est sûr que j'irai.
Mais, tu sais, moi, dans ma liste de choses à faire dans ma vie, il y avait ça, aller OK. un jour donner un coup de main dans ce que je suis capable de faire, la production. Puis, mais là, j'aimerais vraiment faire du concret. La construire, la pépinière. Faire le système d'irrigation, les structures, installer les piquets. Je pense que je serais rendue là. Qu'est-ce que tu retires dans une expérience comme ça? Toi, tu dis que ça faisait partie des éléments que tu voulais mettre de l'avant dans ta vie, mais qu'est-ce qu'on peut retirer d'une expérience comme ça? Et... Bien, plein de choses, entre autres le côté humain, là, de connaître d'autres mondes, de connaître leur façon de vivre, là, pas seulement leur façon de produire, Ouais. pas seulement dans leur façon de travailler, mais de rencontrer ces gens-là, puis de créer même des liens. Là. Il y a des, étant donné que il y a 2 ans, j'étais allée, il y a des gens que j'ai revus. OK. Puis quand je suis allée, il y a 2 ans, j'étais sûre de jamais les revoir de ma vie. Ouais. Fait que c'est ça. Comme on dit, la planète rapetisse de plus en plus, puis c'est intéressant de voir qu'on peut avoir des contacts avec des gens qui ont les mêmes préoccupations que nous autres, qui veulent améliorer leur sort, et puis qui ont besoin de solidarité. Bien, merci beaucoup. C'est très intéressant ce que tu as fait, puis j'espère que ça va pouvoir continuer. Puis en terminant, est-ce que tu aurais un coup de cœur pour un produit local ou régional que tu aimerais faire connaître à nos auditeurs et à nos auditrices? À Juranville, nous, on a un producteur biologique de légumes. Qui est M. Turcotte et sa famille. Puis, Un des premiers au Québec, hein? Je pense que oui. Puis les carottes de M. Turcotte, d'après moi, c'est les meilleures. Oui. C'est vrai. Puis, c'est quoi le nom de son entreprise? Les jardins bioforestiers. Jardin bioforestier, les meilleures carottes au monde entier. C'est ainsi que se termine notre émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine où on reçoit un jeune professeur de l'Université Saint-Paul à Ottawa, Jonathan Durand-Folco, qui va nous parler du municipalisme, un nouveau principe qui est mis de l'avant un peu partout sur la planète pour que les municipalités prennent la place des grands États. À la semaine prochaine.